Donc, on est aujourd'hui dans le 4e webinaire du projet Axel 4.0, donc accélérateur vers l'industrie 4.0. Donc, on a eu un webinaire sur la partie intelligence artificielle, fabrication additive, transition écologique de l'industrie, et aujourd'hui, on est plus sur la partie digitalisation de l'offre avec le titre « Développer une activité de service à l'ère du digital, une opportunité pour l'industrie ». Donc, je me charge de la partie introductive pour resituer un petit peu le projet Axel 4.0, donc qui fait partie de la chaire Transformation 4.0 hein, que l'UMM de l'Ain co-détient avec Grenoble INP maintenant depuis 2017 et qui est le fruit d'une longue collaboration avec Grenoble INP, je dirais plus de 10 ans maintenant. Donc ce projet bénéficie des financements à la fois d'un programme d'investissement d'avenir et du plan de relance, donc pour un budget total de 3 millions, quasiment 3 millions 4. Ici, vous retrouvez également indiqué les projets qu'il y a dans la chaire. Donc, on a notamment le parcours dirigeant 4.0 que certains d'entre vous connaissent, Diagnostic 4.0 ou encore Flexman, qui est un projet plutôt porté par Grenoble INP Génie Industriel. Et puis Axel 4.0 dont on parle aujourd'hui et qui est le fruit d'une volonté des acteurs du territoire à accélérer la transition 4.0 des entreprises en travaillant sur l'écosystème, sur l'innovation, sur l'accompagnement, sur la formation. Donc, dans ce projet qui est porté par l'UMM de l'Ain, dans le consortium, on retrouve évidemment donc, Grenoble INP Génie Industriel, également le pôle formation, donc la FPMA, à la fois sur sa partie formation continue et apprentissage, également le lycée Caria. Tout ça, bien sûr, s'inscrit avec les partenaires industriels locaux, les partenaires de l'écosystème, donc institutionnels et autres, et puis avec des initiatives régionales avec lesquelles on se synchronise. Donc ce projet, c'est co-développé avec donc les industriels des connaissances actionnables. L'idée, c'est qu'on part vraiment des besoins des industriels pour pouvoir créer de la connaissance, justement avec les chercheurs qui sont associés au projet, et ensuite pouvoir, à partir de ça, produire soit des méthodologies d'accompagnement, soit des outils, soit des contenus de formation qu'on pourra retrouver dans des plateformes, également des espaces comme des Fab Labs, on a aussi dans le projet un incubateur, etc. Et puis bon, ça tourne puisque l'idée c'est que tout ça s'alimente donc avec pour objectif d'accélérer la transition numérique, mutualiser les compétences techniques pédagogiques, fabriquer les compétences de demain, construire un projet collaboratif et donc créer des synergies entre tous les partenaires qu'on a pu citer, donc industriels, l'ensemble de l'écosystème notamment, augmenter le nombre d'entreprises embarquées dans la transformation vers l'industrie du futur, et puis se saisir aussi de ces sujets pour renforcer l'attractivité des métiers de l'industrie vers les jeunes, mais je dirais vers même tout public. Donc le projet, c'est 4 axes, hein, puisqu'on avait une première partie de la chaire qui avait visé vraiment à travailler sur qu'est-ce que c'est que la transformation 4.0, quels sont ses impacts. On avait notamment travaillé sur une cible, ce qui avait donné lieu à ce diagnostic 4.0 hein, qui est en œuvre aujourd'hui. Là, on va de manière un peu plus approfondie dans 4 axes. Donc, l'axe d'aujourd'hui qui va être traité par Boris notamment ensuite, donc digitalisation de l'offre, donc produits services intelligents, l'axe refabrication additive, l'axe intelligence artificielle pour le manufacturing et l'axe
Industrie éco-responsable, donc vous voyez aussi hein, que bien sûr tout ça est lié et que les personnes impliquées dans l'équipe travaillent tout ensemble. Donc voici l'équipe. Donc pour piloter ce projet et la chaire d'ailleurs aussi, donc il y a Marianne Ledin qui est présente là dans le webinaire, donc qui représente Grenoble INP Génie Industriel, moi-même pour la partie UMM de l'Ain. Donc on est assisté dans cette partie pilotage par Chloé et Vincent. Et ensuite, pour chacun de ces axes, on a un binôme qui est constitué d'une personne du réseau UMM de l'Ain et d'une personne du réseau Grenoble INP Génie Industriel. Et puis un thésard, comme on dit, ou un postdoc qui œuvre sur le sujet. Donc là, sur l'axe, en l'occurrence, digitalisation de l'offre, donc c'est Boris Descombes hein, qui œuvre en tant que doctorant, qui est encadré donc par Marianne et Valérie Merminot, également donc de, mince j'ai perdu, de l'IAE, si je ne me trompe pas, de Grenoble. Merci Boris. Chloé a également la casquette d'ingénieur pédagogique hein, dans l'ensemble du projet. Et vous retrouvez donc un certain nombre de têtes que vous connaissez et qui ont pu être présentées lors des sessions suivantes, précédentes, puisque on est dans la dernière session de ces webinaires introductifs aujourd'hui. Voilà, donc là, on rappelait bon, les livrables, bien sûr, des contenus de formation, des outils, bien sûr des temps de partage hein, entre industriels et chercheurs, des démonstrateurs, des POC, des contenus, des savoirs, un Fab Lab, un incubateur, voilà. Et puis après, bon, bah, je dirais, les livrables sont aussi à construire avec vous, les industriels, en fonction de vos besoins. Voilà. Voilà un petit peu pour la partie introductive. Je vais céder la parole désormais à Boris. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on termine la présentation et qu'on ait un temps d'échange à l'issue de cette présentation. Donc, Boris, je te laisse œuvrer. Merci Emmanuel pour cette introduction. Est-ce que juste tout le monde m'entend bien pour être sûr avant de démarrer? C'est bon, c'est clair? Ok, parfait. Écoutez, merci d'être présent à cette présentation. C'est la dernière présentation sur les 4 axes du projet Axel 4.0. Donc j'espère être à la hauteur de mes collègues qui m'ont précédé. 2 mots rapidement d'introduction. Déjà pour me présenter, je m'appelle effectivement Boris Descombes, je suis doctorant dans le cadre de ce projet. Emmanuel l'a présenté juste avant. J'ai en ce qui me concerne un parcours d'entrepreneur pendant une dizaine d'années dans le monde du management de l'innovation et j'ai beaucoup travaillé dans le monde industriel ainsi que dans le monde du spatial. Et aujourd'hui, l'intérêt de travailler sur ce projet-là, c'est aussi de pouvoir explorer des vraies évolutions de ce qui se passe dans le monde à la fois de l'industrie, à la fois des services et puis finalement de la société au global. Et donc de traduire ça sur des outils utilisables par les industriels derrière. Donc c'est bien l'objectif à la fois de ce webinaire puis de tout le travail qu'on va mener dans les 3 prochaines années. On va parler aujourd'hui de la digitalisation de l'offre, mais vous verrez qu'on va le faire en 2 temps. On va revenir en premier sur un concept qui est clé dans le cadre de cette digitalisation de l'offre, c'est la notion de servicisation que je vais définir, que je vais expliquer, puisqu'elle explique en fait tout le fondement de ce qui fait aujourd'hui le potentiel de développement économique pour les entreprises industrielles grâce aux outils digitaux. Donc, je vais présenter la servicisation, présenter les logiques de digitalisation en fonction de la servicisation, donc la production de services. Et puis derrière, on présentera rapidement les objectifs de l'axe, donc ce qu'on va traiter dans les 3 prochaines années, pour vous donner un petit peu un aperçu et puis qu'on puisse voir un peu aussi, en fonction des besoins que vous avez, aller vers ce qu'il y a de plus pertinent pour vous. Alors, le premier point donc, qui nous intéresse, je reprends la main sur ma présentation, voilà, c'est la logique de servicisation. Vous avez vu que le titre est de dire le développement de services à l'ère du digital, c'est une opportunité pour les industries. En fait, on observe depuis à peu près une vingtaine d'années, les chercheurs observent un phénomène dans le monde industriel qui consiste à, de plus en plus pour des entreprises orientées produits, à rajouter un certain nombre de services progressivement à leur gamme d'offres marché. Et c'est ce phénomène qu'on appelle la servicisation. C'est donc, on peut le traduire par un processus de transformation qui va amener les industriels à progressivement commercialiser les services en lien direct avec leurs produits. C'est un phénomène qui est important. Je vous ai mis un chiffre juste en dessous qui indique cela. Donc,
Je vais simplement prendre un pointeur laser, ce qui sera plus clair. Voilà. 2 tiers des entreprises produits auraient aujourd'hui adopté une stratégie de servicisation. Ce chiffre, il est certainement sous-évalué pour 2 raisons. D'une part, c'est un chiffre qui est extrait de recherches menées par Nili 2008, donc vous voyez que ça a déjà quelques années et qu'il n'y a pas forcément de chiffres plus récents qui sont sortis à ce stade. Donc, on progresse probablement que le phénomène est sous-évalué à ce stade. Et deuxièmement, il y a une grosse disparité en fonction des pays, puisque à l'époque, en 2008, on avait déjà des chiffres extrêmement importants pour les États-Unis, pour globalement les sociétés anglo-saxonnes, alors qu'en France, on était relativement en retard là-dessus. Donc c'est un phénomène qui prend de plus en plus de place, et surtout qui prend de plus en plus de place dans la société quotidienne, et je vais vous donner des exemples très concrets. Donc servicisation, on rajoute des services progressivement à son offre produit pour en augmenter la valeur, puisque le but, c'est vraiment d'augmenter la valeur et de se démarquer de ses concurrents. Alors, quelques exemples de servicisation pour qu'on parle de la même chose. On parle d'un produit initial, donc quel que soit le produit, et on va rajouter, par exemple, à ce produit des offres très classiques, très historiques en fait, typiquement de la formation, qui est un service complémentaire. Je vous vends par exemple une machine et je vais vous former sur la manière de l'utiliser. Ça peut être également des services auxquels vous êtes probablement habitués, des services de maintenance, où on va faire un contrat régulier, venir maintenir les infrastructures, les produits que vous avez à disposition pour en garantir le bon fonctionnement, le bon usage. Donc ça, c'est des services dont on a l'habitude. On a également des services qui sont présents depuis toujours, des services de sur-mesure. Vous avez par exemple un client qui va acheter un produit mais qui va l'utiliser dans des conditions extrêmes, donc on va avoir besoin de faire un certain nombre de customisation, d'évolution sur mesure pour l'adapter à ces situations d'utilisation. Ça, c'est aussi un service que l'on va pouvoir proposer en plus du produit qu'on commercialise. Et puis, de plus en plus, on va vers des modèles un petit peu plus intéressants, de plus en plus services d'une certaine manière. Vous connaissez bien sûr le leasing en voiture, qui change assez fortement le paradigme d'utilisation des voitures, puisque je n'achète plus une voiture, je suis en fait propriétaire d'un contrat qui me donne l'autorisation d'utiliser la voiture, et la maintenance, la révision de la voiture, sa réparation reste à la charge du fournisseur, donc du fabricant de la voiture. Dernier exemple, qui est aujourd'hui partout dans nos villes aujourd'hui, l'utilisation de la trottinette électrique connectée, qui sont disponibles à peu près sur n'importe quel trottoir de nos rues. Avec une application smartphone, je me connecte à la trottinette, je débloque l'utilisation, l'usage, en payant pour un certain nombre de minutes d'utilisation, et je pars avec la trottinette jusqu'à que j'ai plus besoin ou que j'ai fini mon utilisation. Là encore, on est bien centré sur un produit, c'est la trottinette, mais en fait, c'est le service d'utilisation de la trottinette qui va nous intéresser. Donc la servicisation prend beaucoup de formes différentes, et finalement, l'intérêt pour nous, c'est de se dire, est-ce que cette servicisation va être la même pour tous? Donc on a déjà presque répondu à cette question avec le slide précédent, mais ce que je vous propose, en fait, dans le cadre de ce webinaire, c'est de vous transmettre et de s'appuyer sur 2 typologies reconnues du domaine pour vous montrer un peu la diversité des possibilités qui sont offertes à l'industrie et qui sont autant de possibilités, et j'insiste sur ce point-là, de générer de la valeur et des nouveaux modèles économiques pour à la fois se démarquer de la concurrence, trouver, peut-être lisser certaines activités qui peuvent être saisonnières ou peut-être renforcer des relations clients. Enfin, il y a bien d'opportunités derrière sur lesquelles on peut travailler. Donc nous, dans la recherche, on aime bien utiliser des typologies, ça nous permet de mettre les choses dans des cases, mais surtout de permettre à tous de bien comprendre ce qu'on fait. Donc je vais vous présenter 2 typologies très mobilisées dans le domaine de la servicisation. Les impacts qu'on peut avoir sur les modèles économiques ou la complémentarité produit-service. C'est pas du tout les seuls qui existent, hein. Il y a pas mal de points de vue différents, mais j'ai trouvé que c'était intéressant pour permettre de découvrir le sujet et de vous poser des questions sur vos propres activités. Donc la première typologie, c'est une typologie adaptée de Tucker 2004. À chaque fois, vous avez les sources en bas si vous souhaitez aller plus loin, qui nous dit quel est l'impact de la servicisation sur le modèle économique de l'entreprise. En quoi ça va impacter mon activité de rajouter progressivement du service sur ce que je commercialise, sur mon offre marché. Donc on part d'une approche, d'une offre qui est pur produit, jusqu'à une offre qui est pure service. Et on va regarder tout ce qui se passe entre ces deux points-là. Donc pur produit, je fabrique un produit, je le vends à mon client en obtient la propriété et c'est fini. À partir de là, on peut rajouter des services qui vont avoir une orientation produit. Donc ça va être des services directement liés au produit, j'en ai parlé juste avant, ça va être de la formation, ça va être de la maintenance,
ce genre de choses qui sont vraiment liées au produit. Si le produit n'existait pas, ces services n'auraient pas matière à exister non plus. Et on peut rajouter des services qui sont plutôt des services de conseil et de consulting. Donc là, c'est pas forcément vous apprendre à l'utiliser ou maintenir le produit, c'est plutôt vous permettre d'en tirer le maximum de bénéfices. Donc on n'est pas tout à fait sur la même valeur proposée au client. Donc c'est une première façon de faire de la servicisation, ajouter des services liés à mon produit. Deuxième façon, c'est d'orienter beaucoup plus les services que je vais proposer sur l'usage du produit. On va aller beaucoup plus loin, donc on va chercher par exemple le leasing, dont on parlait juste avant, où en fait je commercialise plus le produit en tant que tel, et je commercialise l'usage du produit. C'est plus la voiture qui est vendue, c'est l'usage qu'on va faire de la voiture, donc je vais payer pour pouvoir utiliser cette voiture. Ça change beaucoup de choses dans la relation entre le fournisseur et l'acheteur. La location, c'est aussi une forme de servicisation orientation usage, puisque je vais utiliser un produit pour une durée limitée, et après d'autres pourront l'utiliser. Donc finalement, pour un même produit, il va y avoir beaucoup d'utilisateurs différents, et je vais payer uniquement pour la partie d'usage qui m'intéresse. Donc bien sûr, la location de voiture, je pense qu'on parlait des leasing juste avant, ça se comprend très bien, mais c'est valable pour n'importe quel produit qu'on pourrait utiliser. Et le pooling qui est exactement la même chose que la location, mais dans un usage simultané. L'exemple qui est le plus courant, c'est toujours dans le domaine de la voiture, parce que ça parle à tout le monde. On appelle ça le carpooling. Quand vous prenez un Uber, par exemple, vous dites « je veux aller à la gare ». Tous les usagers qui sont à peu près au même endroit que moi, qui veulent aller à la gare, peuvent partager le même service pour aller au même endroit. Une mise en commun simultanée de l'usage d'un produit. Donc cette orientation usage, déjà, elle décorrèle beaucoup le produit du service qui est proposé, et la propriété n'est plus transférée en fait à l'usager, seulement la capacité d'utiliser ce produit. Enfin, orientation résultat, où en fait le contrat que l'on va passer avec notre client va plus porter uniquement sur le produit, mais beaucoup plus sur le résultat que je vais obtenir à la fin de la prestation de service, ce qui ne m'empêchera pas d'utiliser des produits. Donc les exemples sont le outsourcing, où on va confier en fait à une autre entreprise la réalisation d'une partie de notre activité, que ce soit des parties relativement restreintes, comme bien entendu des activités de ménage, etc., mais aussi, pourquoi pas, de sous-traiter complètement une partie de ce qui fait mon activité économique. Et les deux derniers points sont des points très intéressants puisqu'ils sont assez révélateurs de ce phénomène-là et ils vont nous permettre aussi une transition vers le digital derrière. Pay per service unit, alors excusez-moi, c'est de la terminologie anglaise, mais c'est l'exemple type de Michelin qui aujourd'hui ne vend plus pour les flottes de véhicules des pneus enfin, il ne vend plus un pneu que l'on va payer pour ce qu'il est, mais il va vendre du kilomètre de route. Donc on va utiliser les pneus et en fonction des kilomètres qu'on aura réalisé avec, on va payer en fonction de ça. On a aussi des cas, par exemple Rolls-Royce avec les moteurs d'avion qui vont faire payer, c'est pas tellement des kilomètres, mais à la distance parcourue par ces moteurs, et donc plus pour le moteur en lui-même. Donc on a un changement très fort là encore de paradigme sur la discussion avec notre client. Et le résultat fonctionnel, sans rentrer dans le détail, c'est vraiment, on se met d'accord sur un résultat, et moi en tant que fournisseur, je peux utiliser tous les produits que je veux pour atteindre ce résultat-là, ça me regarde. Donc la facturation et le lien commercial se crée uniquement sur les résultats. Donc ça nous amène sur quelque chose de pur service. Donc ce schéma-là, il est déjà très intéressant pour se rendre compte de la diversité des possibilités, et surtout montrer qu'au fur et à mesure, on se détache de la partie produit pour entrer dans la partie service. Pour autant, le produit est toujours présent. C'est simplement le modèle économique, l'architecture de valeur, la proposition de valeur qui va changer par rapport à mon client. Une autre façon de voir, un peu plus simple, mais une bonne façon de voir cette servicisation, quelle complémentarité entre le produit et le service. En fait, on peut proposer des services qui vont servir à faciliter, on parle de smoothing, faciliter l'usage du produit. Donc, par exemple, le financement, des garanties, de la maintenance, du support technique, de la formation, toutes ces choses qui vont me permettre d'utiliser un peu mieux le produit que je vais acheter à un fournisseur. La deuxième partie, c'est des services d'adaptation. Donc là, on est vraiment sur les customisations, c'est des services qui vont transformer significativement le produit pour répondre à de nouveaux usages. Donc l'exemple qui est souvent donné, c'est par exemple des entreprises comme Schneider Electric qui vont créer des tableaux électriques dans certaines conditions d'utilisation un petit peu extrêmes, par exemple de grand froid ou dans de chaleur, vont devoir adapter ces produits-là avec des fonctionnalités très spécifiques. C'est un service qu'elle va proposer à ses clients. Donc il y a une transformation assez significative du produit. Et la dernière catégorie, substituting, qui sont en fait des services qui vont se substituer au produit en lui-même. Donc on ne vend plus le produit, mais on vend l'utilisation du service. Et ça change encore une fois beaucoup de modèles économiques. Donc je vous en ai déjà présenté, bien sûr le leasing, les logiciels software as a service, voilà, donc je parlais de Rolls-Royce juste avant, c'est ce genre de choses. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne la servicisation, on voit que c'est vraiment un phénomène en tâche de fond qui prend de plus en plus d'ampleur depuis les 20 dernières années.
il prend de plus en plus d'ampleur, notamment parce qu'il va être, on va le voir, il va être aidé par ces caractéristiques digitales qui apparaissent aujourd'hui dans notre monde économique. Le lien entre tout ça, c'est la notion de PSS, et qui est une notion qui va beaucoup nous intéresser dans les prochains mois de développement du projet Axel 4.0. Un PSS, c'est un Product Service System, donc c'est un système qui va comprendre un ou plusieurs produits et un ou plusieurs services, et donc qui va faire sens en termes de valeur à partir du moment où ces produits et services sont commercialisés ensemble. Donc c'est le résultat de la servicisation des entreprises. En fait, c'est aujourd'hui devenu relativement rare qu'une entreprise propose seulement un produit seul, mais vraiment à chaque fois proposer des services, même de services relativement classiques, comme la formation ou la maintenance qu'on a vu en commun avec son produit. Donc c'est un ensemble de produits commercialisables et de services commercialisables qui sont capables ensemble de répondre aux besoins clients. Ce PSS, tel que l'on l'appelle, il va être très important pour nous pour construire la logique de digitalisation de l'offre derrière. Et on va voir comment il peut se situer autour de tout ça. Ce qui m'amène en fait dans la deuxième partie de cette présentation à vous parler de la logique de transformation digitale et de se dire la digitalisation de l'offre, quel rapport avec la servicisation finalement et en quoi l'impact digital sur les entreprises va nous permettre en tant qu'industriels de développer des nouvelles offres, des nouvelles pratiques, des nouvelles relations clients éventuellement, en tout cas de trouver de nouveaux relais de croissance au travers de ça. Alors les recherches qui ont été menées sur le sujet montrent que la servicisation va être potentiellement un élément clé de la transformation digitale. La logique derrière est de dire, traditionnellement, dans l'industrie 4.0, on voit la digitalisation comme un moyen en digitalisant les processus internes à l'entreprise, comme un moyen d'augmenter des gains de productivité, de gagner en efficacité, en efficience, peut-être de transformer les lignes de production pour être plus efficace, de réduire certaines problématiques logistiques que l'on pouvait avoir auparavant. Dans ce contexte-là, on parle de digitalisation in the business, donc finalement à l'intérieur de l'entreprise, où on va finalement améliorer tous les processus internes de l'entreprise, qu'ils soient transverses ou qu'ils soient liés à une activité très spécifique, pour gagner en efficacité, en efficience. Donc ce point-là est très intéressant et on va tout à fait le conserver dans la digitalisation des entreprises industrielles. Mais c'est un point qui est beaucoup étudié aujourd'hui avec beaucoup de propositions qui sont faites autour de ce sujet-là. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'autre aspect de cette transformation, qui est ce qu'on appelle as a business, c'est-à-dire on ne va pas utiliser le digital seulement pour améliorer notre efficacité en interne de l'entreprise, mais on va aussi utiliser le digital pour proposer des offres nouvelles à nos clients qui vont permettre de s'appuyer sur toute cette technologie digitale pour se démarquer tout simplement de la concurrence, proposer des nouveaux modèles économiques et donc trouver ces nouveaux relais de croissance dont on parlait. Et donc là, on parle de digitalisation de l'offre et on parle de servicisation numérique, on parle de smart product, donc sur des points que je vais expliquer juste après. J'imagine que c'est des termes que vous avez déjà entendus. Alors, peut-être pas as a business et in the business, mais en tout cas, les smart products, ce genre de choses, on en parle beaucoup, forcément, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, le plus visible, c'est tout ce qui va être Internet des objets, IoT, où on a des objets connectés, que ce soit dans notre vie quotidienne, des montres, des objets liés à la domotique, ce genre de choses qui vont nous permettre d'avoir tout un tas d'usages intéressants. Mais on va également retrouver ces produits, ces smart products dans des nouveaux services qui sont proposés. Je vais reprendre l'exemple des trottinettes puisque c'est très très visible aujourd'hui dans les rues de nos villes. Les trottinettes sont des smart products parce qu'elles sont en capacité, ces trottinettes connectées, de se connecter avec nous de se connecter avec elles, de nous identifier, de payer pour un usage à un moment donné. Et donc, la technologie digitale va rendre possible des nouveaux usages. Et c'est en ça que l'étude de la digitalisation as a business est très intéressante. C'est comment cette digitalisation va permettre de nouveaux usages intéressants pour les entreprises industrielles. Avant de continuer sur ma présentation, je souhaiterais juste préciser un point. Ce slide et la présentation, alors ça c'est des éléments qui sont sortis d'une étude de Deloitte de 2018. Ces éléments-là, donc c'est très intéressant, ils ont tendance à être opposés, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. J'ai décidé de ne pas trop rentrer dans le détail dans le contexte de ce webinaire, parce que l'idée c'est simplement de faire une introduction, mais
On pourra tout à fait discuter, peut-être dans les échanges derrière ou dans l'avenir, du lien qu'il peut y avoir entre les deux et de quelle manière l'amélioration des processus internes grâce au digital peut permettre de développer des nouvelles opportunités business, notamment dans un cadre de servicisation numérique. Donc les deux ne sont pas si opposés que ça, et on a des travaux déjà existants sur le lien entre les deux et la manière dont ça peut nous permettre en termes de trajectoire d'entreprise de développer des offres performantes. Alors, j'aurais peut-être dû faire afficher les trois points au fur et à mesure. Mon objectif ici, c'est de vous présenter les concepts clés de la digitalisation de l'offre au sens de la servicisation digitale. En fait, le premier point à noter, c'est que la digitalisation, le fait de rajouter des éléments digitaux dans notre offre, que ce soit via des services digitaux, que ce soit via des produits connectés, que ce soit via un certain nombre de capteurs, etc. L'intérêt, savoir principal, ça va être de permettre de proposer des services complémentaires aux clients, soit pour rendre leurs produits plus performants, soit pour en augmenter la valeur sous une forme ou sous une autre. Et donc ça pose la question de trois grandes tendances qui sont liées et que je précise ici. La notion de servicisation digitale, que je vais expliquer, je vais expliquer ces trois points-là un peu plus en détail. La notion de Smart PSS et la notion de Smart Product. Et que ces trois notions-là sont liées et elles sont autant de questions que peut se poser une entreprise industrielle pour soit prendre du recul sur son offre actuelle, soit voir comment son offre de demain peut se configurer à travers ces éléments-là. L'intérêt de séparer ces trois points-là, c'est déjà d'essayer d'en donner une définition très précise pour que vous sachiez où vous positionner, mais deuxièmement de voir les enjeux qu'il y a à chacun des niveaux et de voir comment est-ce qu'une entreprise industrielle peut aller vers cette dimension-là, vers ces objectifs-là de digitalisation de son offre. Alors, le premier point, la première logique dont je voudrais parler, c'est la notion de servicisation digitale. Donc la servicisation, je l'ai présenté au début de ce webinaire. On est vraiment sur le processus qui permet à une entreprise industrielle de progressivement proposer des services liés à ses produits. Et finalement, ce que nous dit la littérature, toutes les sources sont présentes en bas, tout ce que nous dit la littérature autour de cette servicisation digitale, c'est que c'est un processus, c'est une transition qui va amener l'entreprise purement produit à progressivement proposer des services qui vont faire le lien entre les services et la digitalisation. Donc on va aller piocher à la fois dans l'utilisation de services tels que j'ai pu le présenter avant, alors il y en aurait d'autres, mais ça vous donne déjà une certaine perspective, et l'utilisation de technologies digitales pour donner lieu à des offres complètement nouvelles qui vont être à la fois produits, à la fois services, et avec une résonance digitale très forte, ce qui va nous permettre de générer des nouveaux usages et donc des nouvelles opportunités de capter de la valeur. Cette servicisation numérique, donc je bien dit c'est un processus, une transition, elle fait le lien entre la servicisation et la digitalisation, et elle va donner lieu à des Smart PSS. Donc, je vous rappelle, juste avant, on a vu un PSS, un Product Service System, c'est un produit qui va lier une offre de marché qui va lier des produits et des services. Les Smart PSS sont tout simplement des PSA, donc des offres produits et services, avec une couche de numérique, de digital, en anglais on va parler de smart, d'intelligence en fait, de connexion, qui va nous permettre de donner lieu à des offres complètement nouvelles. Ce qui est intéressant dans ce premier point, c'est de voir que cette servicisation digitale, comme c'est un processus, elle va impacter non seulement l'offre marché que l'on va avoir, mais toute l'organisation qu'il y a autour. C'est-à-dire la capacité de l'organisation à gérer en interne ces produits-là, à les développer, à les fabriquer, à les maintenir, à s'organiser pour gérer toutes les datas qui vont être autour de l'utilisation de ces produits. Et ça va induire derrière des changements d'organisation, potentiellement, mais ça va induire aussi des changements de modèle économique, des changements de proposition de valeur et très probablement des changements de relations clients. Puisqu'en fait, on va commencer à partager, à transmettre des données. Donc, on va augmenter la compréhension qu'on a de nos clients si on traite ces données de manière efficace. Je vous renvoie au webinaire sur l'intelligence artificielle de nos collègues du projet Axel 4.0. Ça va induire la façon dont on va vendre, ça va induire le type de contrat que l'on va passer avec nos clients. Donc finalement, ce processus-là, c'est pas juste du jour au lendemain, je vais me mettre à proposer un service digital en plus de mes produits. C'est une transformation globale de l'entreprise, de l'organisation et de la relation avec l'ensemble de son écosystème, client, fournisseur, qui va se mettre en marche et donc qui impacte la stratégie de l'entreprise et sa vie de manière globale.
Si on rebondit, on part du résultat de la servicisation digitale, ça donne lieu, cette servicisation digitale, à des Smart PSS. Donc des Smart PSS, des produits services systèmes digitaux. Ce sont des offres marché qui vont intégrer à la fois des produits et des services et qui vont faire usage des technologies digitales. ICT pour technologie de l'information et de la communication. Alors, j'ai volontairement pas fait de focus sur la partie technologie digitale qu'on peut trouver derrière. Ça fera l'objet de discussions plus avant à la suite de ce webinaire, mais globalement, on va retrouver dedans tout ce qui va être bien sûr IoT, donc Internet des objets. On va retrouver dedans tout ce qui va être Big Data, tout ce qui va être intelligence artificielle, ce genre de choses qui vont nous servir à proposer ces services digitaux. La question qu'on se pose aujourd'hui est de se dire, donc, OK, la servicisation digitale nous permet de développer des Smart PSS qu'on va commercialiser, qui vont proposer des usages nouveaux, des nouvelles formes de proposition de valeur à nos clients. Mais finalement, c'est quoi un Smart PSS et comment ça se caractérise? Est-ce qu'il y a plusieurs formes? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule forme? Et quels sont les liens entre les différents éléments qu'il y a dedans? Donc ça fait référence aux deux questions qui sont en bas et qui sont des questions qu'on est en train de se poser, auxquelles non seulement j'espère qu'on va répondre, mais deuxièmement sur lesquelles on va pouvoir proposer des nouvelles typologies pour vous permettre de vraiment comprendre et vous permettre de vraiment vous positionner sur ce que vous voulez faire de ces Smart PSS. La question, c'est de se dire, est-ce que ces Smart PSS reposent forcément sur des produits intelligents? C'est-à-dire, pour résumer, des produits qui sont capables de transmettre de la donnée, de récolter de la donnée, de traiter de la donnée. Est-ce qu'on est obligé d'avoir finalement des capteurs et des éléments de connexion dans les produits? Est-ce que c'est des offres qui vont uniquement reposer sur des services digitaux, par exemple des plateformes qui vont nous permettre d'interagir avec nos clients, des prises de commandes à distance, ce genre de choses? Est-ce que c'est tout ça à la fois? Est-ce que c'est l'un et pas l'autre? Donc aujourd'hui, on a beaucoup de cas potentiels à présenter autour de ces éléments-là, mais il reste à développer des typologies pour bien comprendre et permettre à chacun de se positionner et de savoir où il veut aller, de quelle manière il veut y aller. Et donc ça me fait aller sur la troisième notion qui est clé dans la digitalisation de l'offre, c'est la notion de smart product, qui revient à déterminer les produits intelligents que j'ai indiqués ici. La question, c'est de se dire, est-ce que les Smart PSS sont constitués de Smart Products, sachant qu'aujourd'hui, on est, au niveau de la littérature, à peu près tous d'accord pour dire que les Smart Products sont des produits physiques, donc tangibles, que l'on peut avoir, que l'on peut tenir dans la main, qui vont intégrer des composants digitaux et connectés. Et donc, le fait que ces produits physiques, qui peuvent être des produits traditionnels, vont commencer à intégrer des composants digitaux et connectés, ça va leur permettre de collecter de la donnée, de produire de la donnée éventuellement, et de traiter de la donnée. On parle de 4 éléments derrière: monitoring, contrôle, optimisation et automatisation, sachant que c'est une croissance par palier, si vous voulez. Si on est capable de monitorer les données, donc de voir ce qui se passe à distance, progressivement on est capable d'acquérir le contrôle à distance de ces objets connectés. Puis si on en a le contrôle, on peut chercher à les optimiser, leur efficacité, leur efficience en fonction de différents paramètres que l'on va définir. Et enfin, en interconnectant les objets entre eux, on va permettre d'automatiser l'ensemble de ces fonctionnements-là, d'automatiser peut-être une partie de l'usage, une partie des services aussi qui vont être rendus. L'exemple qui peut être donné, parce qu'encore une fois, c'est un exemple de notre vie de tous les jours, simplement pour que ça vous parle, et après, j'espère que dans les échanges, il y aura des cas peut-être qui vous concernent directement, mais les montres connectées qui sont devenues un produit très courant dans notre vie, c'est exactement ça. On prend un produit très traditionnel, une montre que l'on a toujours sur soi, et au fur et à mesure, on rajoute des composants qui vont permettre de collecter, de traiter de la donnée, de se connecter avec d'autres réseaux. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, une montre connectée, ça ne donne pas uniquement l'heure, ça fait énormément de choses. Ça contrôle une partie de données santé qu'on peut avoir, comme notre pouls, notre fréquence cardiaque, notre sommeil. Ça va nous permettre d'utiliser un GPS, ça nous permet de connecter avec notre téléphone pour avoir tout un tas d'usages complémentaires, peut-être d'écouter de la musique, de répondre aux SMS, de répondre au téléphone. Et c'est la connectivité, le digital, qui permet d'offrir ces services complémentaires. Donc ce qui est assez important de retenir sur tout ça, c'est que finalement, le digital, c'est un moyen qui permet de proposer des services complémentaires et donc de trouver de nouveaux relais de croissance, des nouvelles propositions de valeur à offrir aux clients sur ce dont ils auraient besoin. Et donc c'est ça le lien entre la servicisation, c'est pour ça que j'ai commencé par là, et le digital, c'est que le digital est un moyen qui nous permet d'optimiser cette servicisation.
Je vais conclure cette présentation pour derrière nous laisser des temps d'échange, sachant qu'on pourra tout à fait approfondir sur certains points si jamais vous le souhaitez. Le but de Axel 4.0 et de l'axe que l'on mène dans cet axe digitalisation de l'œuvre, c'est que chaque industriel derrière puisse comprendre ce phénomène de servicisation digitale, de digitalisation de l'offre, et s'il le souhaite, de mettre en œuvre ces stratégies-là. C'est pas obligatoire, bien sûr, mais je pense que beaucoup d'entreprises se posent la question de se dire aujourd'hui comment est-ce que je peux faire, est-ce que je dois le faire déjà, est-ce que je dois le faire, comment est-ce que je peux faire, par où je dois passer, quelles sont les opportunités à ma disposition, quelle technologie je dois utiliser. Tout ça, c'est des questions auxquelles on a pour objectif de répondre. Il peut y avoir aussi des industriels qui sont plus avancés sur ces domaines-là et qui ont déjà fait des choses et qui se disent est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que j'ai fait comme il fallait? Est-ce que j'arrive à retirer suffisamment de valeur par rapport à ce que je pensais, etc. C'est aussi des choses qu'on peut observer dans le cadre du projet. Globalement, les grands objectifs du projet, mais qui seront découpés en sous-objectifs également, ça va être premièrement de développer une typologie de Smart PSS, donc de Product Service System digitaux. Et cette typologie, on va essayer de bien comprendre quels sont les modèles économiques liés, quelles sont les propositions de valeur liées, quelles sont les technologies qui sont utilisées, quelles sont du coup les relations entre les clients, mes fournisseurs, l'ensemble de la chaîne de la valeur. Donc vraiment un outil qui derrière permet de comprendre, mais qui permet surtout de prendre des décisions pour les industriels sur ces éléments-là. Deuxième point qui va être intéressant pour nous, ça va être d'étudier les freins et les opportunités de la servicisation digitale pour les PME industrielles. Concrètement, de voir qu'est-ce qui est potentiellement intéressant dans cette servicisation digitale, qu'est-ce que je peux gagner à l'issue de ça, qu'est-ce que je peux prétendre à obtenir en termes de valeur, en termes de business, mais également les freins potentiels, qu'est-ce qui est difficile dans la mise en œuvre. On a vu tout à l'heure que finalement une stratégie de servicisation digitale, ça allait avoir un impact sur l'ensemble de l'organisation, donc il peut y avoir des freins, que ce soit en interne ou que ce soit en externe. Et si on arrive à comprendre et à identifier ces freins, on va aussi permettre d'y apporter des réponses et de faciliter la transition vers ce nouveau paradigme d'offres industrielles. Et puis le dernier point, c'est de déterminer des trajectoires types qui vont permettre aux industriels de mettre en œuvre la digitalisation de leur offre. Finalement, si on regarde la typologie, voilà, moi je veux déployer tel type de Smart PSS, qu'on puisse en face proposer des trajectoires types qui disent, voilà comment vous pourriez y aller pour pouvoir vous inspirer en fait de ces éléments-là et faciliter votre transition autour de ces thématiques. Sachant qu'on est dans le cadre du projet Axel 4.0, donc dans tous les cas, les travaux qu'on va mener ont pour objectif de produire des formations et des accompagnements, et donc de donner lieu à des cas réels en fait, d'usage de l'ensemble de ces thématiques. Voilà, j'ai fini la présentation que je voulais vous transmettre aujourd'hui pour laisser au moins